Prise du débat, l'honorable député de Jonquière. Merci, Monsieur le Président. Je vous annonce que je ne partagerai pas mon temps parce que je suis égoïste. Comment aborder ça? Hein? Comment aborder cette question-là? Je me posais hier, je me demandais comment j'allais démarrer ça. Et puis, la meilleure façon, je me suis dit, c'est peut-être de se poser la question de la légitimité de cette loi-là. Et se poser d'emblée la question de la légitimité de ce projet-là, ça suppose, d'après moi, d'établir c'est quoi les principes de fonctionnement d'une société libre. Et puis, trop souvent, quand on parle de société libre, on fait l'erreur, on pense qu'une société démocratique, une société libre, c'est une société qui vit dans le consensus. Et ce n'est pas le cas. C'est un ouvrage que je vous conseille de lire, Monsieur le Président, de Jacques Rancière, qui est probablement une des plus grosses têtes de la pensée politique française, qui s'appelle La Mésentente. Et là-dedans, Jacques Rancière dit « Il y a du politique à partir du moment où des sans-parts, des exclus, veulent avoir une part de la société. » C'est ce qu'on voit dans la lutte des classes, c'est ce qu'on voit dans le mouvement féministe, c'est ce qu'on voit dans le mouvement des homosexuels qui veulent être reconnus, donc des sans-parts qui veulent avoir une part de la société. Le processus démocratique ne fonctionne que par ça. Et puis, cette semaine, je cherchais une citation parce qu'on met au centre de tous nos débats la question de la liberté. Je cherchais une citation qui vient définir, qui donnerait une définition positive de la liberté. Et j'ai pensé à mon fidèle écuyer, le député de Lac-Saint-Jean, qui a eu un peu maille à partir avec le député de Carleton. Le député de Carleton sur C8. Hein, C8, c'était la mise en application, si vous vous rappelez bien, la mise en application de certaines mesures budgétaires. Et le député de Carleton se lance dans un envolé lyrique sur la liberté. Et on sait peut-être, parce qu'il envisage d'être éventuellement chef du Parti conservateur, son agenda est peut-être différent de celle des autres, et il finit son intervention en disant « La liberté est en marche ». Et il parle des gens, des manifestants qui sont là. Comme mon collègue de Lac-Saint-Jean est une fine mouche, rapidement, il lui dit qu'il fait fausse route, que son discours n'a absolument rien à voir avec C8. Eh bien, le député de Carleton m'a un peu piqué au vif parce qu'il répond pour le Bloc, la liberté n'est jamais pertinente. Ah, ben là, j'ai dit, il y aurait peut-être une leçon à donner aux députés de Carleton, à savoir qu'est-ce que c'est la liberté et de quelle liberté on parle. Hein? Et je pense que ça va bien avec le débat qu'on a aujourd'hui. Donc, je vais vous lire une citation. J'ai pensé à Jan Patočka, le Socrate moderne. Jan Patočka, mort en 1977 d'un interrogatoire trop costaud qui a mal fini. Le monsieur était âgé, donc, mais un philosophe, père spirituel de Václav Havel. Premier président tchèque. Donc, dans un ouvrage qui s'appelle « Essai hérétique sur la philosophie de l'histoire », Jan Patočka dit ça. « La politique est toujours d'un autre ordre que la gestion de l'économie et que la projection de l'homme dans le travail. La politique n'a pas d'autre fin que la vie pour la liberté, et non la vie pour la survie, ou même pour le bien-être. La vie pour la liberté. » Qu'est-ce que veut dire Jan Patočka quand il dit ça? Eh bien, pour moi, c'est assez simple. Il renvoie aussi à Rancière. La vie pour la liberté, ça veut dire des gens qui sont prêts à contester les règles établies pour être reconnus. Il va même en mourir. Hein? Patočka, il va en mourir, lui, contestant le régime du rideau de fer pour voir le régime tchèque reconnu. Donc, des gens qui sont prêts à payer un prix qui est très cher. Je ne sais pas si le collègue de Carleton serait prêt à payer ce prix-là, mais à tout le moins, si on poursuit la réflexion maintenant, il faudrait faire la distinction entre deux types de liberté. D'un côté, on a la liberté, celle qu'on cherche à gagner, celle pour laquelle on est prêt à se battre, mais il y aurait un autre type de liberté qui est assez essentiel, et ça, c'est la démonstration que fait Isaïe Berlin dans « Éloge de la liberté ». C'est la plus belle démonstration qu'on ne peut pas faire. Isaïe Berlin, dans Éloge de la liberté, parle de deux types de liberté, la liberté positive et la liberté négative. Quand Isaïe Berlin parle de la liberté positive, eh bien, c'est celle qui fait en sorte que, comme individu, je peux vivre ma vie comme je l'entends. C'est possible. C'est possible qu'au sein de la société, je juge qu'on me crée une injustice. C'est arrivé dans l'histoire, c'est arrivé pour les femmes, effectivement, dans la société patriarcale, c'est arrivé pour des minorités ethnoculturelles, c'est arrivé pour une minorité nationale, qui est celle des Québécois. On juge qu'une offense nous est faite, on veut changer les orientations de la société, on entre
en lutte, on entre dans des actions sociales pour essayer de se définir nous-mêmes. C'est un peu ce qu'est la liberté positive chez Isaïe Berlin. Mais Isaïe Berlin parle aussi de la liberté négative. Et la meilleure façon de comprendre ce qu'est la liberté négative, c'est peut-être de revenir, je vais aller vite, c'est peut-être de revenir à une phrase qu'on voit chez Dostoïevski dans Les Possédés. Dans Les Possédés, Dostoïevski, par la voix de Stravogwin, dit « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Eh bien, laissons Dieu de côté. Ce que veut dire Dostoïevski, s'il n'y a pas d'institution, tout est permis. S'il n'y a pas de pouvoir qui est légitime, qui est bien instauré, tout est permis. Donc, la liberté négative, c'est de dire « tout n'est pas permis ». Et les gouvernements sont en place pour ça. On a des principes d'association politique, une constitution qui vient nous dire que tout n'est pas permis. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas limiter la liberté des autres. Donc, ce tout n'est pas permis de la liberté négative, finalement, c'est un peu l'action gouvernementale. C'est un peu l'action gouvernementale. Comment fait-on maintenant? Comment fait-on pour rendre des hommes libres? Bien, celui qui a donné la meilleure réponse à ça, c'est Camus. Assurément. Par la révolte. Et je vous lis une citation qu'il y a dans L'Homme révolté, puis on essaiera de décortiquer. Il me reste juste 5 minutes, je vais faire ça vite. Camus dit « Qu'est-ce qu'un homme révolté? Un homme qui dit non, mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement. Un esclave qui a reçu des ordres toute sa vie juge soudainement inacceptable un nouveau commandement. Quel est le contenu de ce non? Il signifie, par exemple, « Les choses ont trop duré ». Effectivement, peut-être qu'on voyait ça dehors, on y reviendra tantôt. Jusque-là, oui, au-delà, non, vous allez trop loin, et encore, il y a une limite que vous ne devez pas dépasser. En somme, ce non affirme l'existence d'une frontière. Et Camus continue en disant « Le mouvement de révolte s'appuie en même temps sur le refus catégorique d'une intrusion jugée intolérable et sur la certitude confuse du bon droit, plus exactement l'impression chez le révolté qu'il est en droit de... » Voilà, on a entendu ça, d'ailleurs, on y reviendra tantôt. Qu'il est en droit de... le révolté démontre avec entêtement qu'il y a en lui quelque chose qui vaut la peine de. Il est en droit de, qui vaut la peine de. Donc, Camus nous dit ça en ce qui a trait à quelqu'un qui utilise ce pouvoir positif sur lui-même et la société, qui est la révolte. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que les manifestants sont des révoltés au sens de Camus? Et je vais prendre une gorgée d'eau parce qu'il faut de la salive quand même. Mais il ne te reste pas tant de temps. Mais il me reste pas... Est-ce que les manifestants sont des révoltés au sens où l'entend Camus? Eh bien, je reviendrai sur un autre concept qu'on n'a pas abordé, celui de liberté. C'est la liberté que soulevaient les manifestants. D'ailleurs, et ça me fait penser à un concept platonicien qui est celui de la double ignorance. Celui qui ne sait pas, qui ne connaît pas les choses. Et ça va un peu de pair avec la montée d'une droite populiste. On a entendu dans les dernières semaines une élue aux États-Unis, j'espère que ça n'arrivera jamais chez nous, une élue aux États-Unis qui ne savait pas faire la différence entre la Gestapo et la Gaspacho. Ouais. Ça commence bien. On a entendu des gens parler de vérités alternatives. Il y a des vérités alternatives qui existent. De la 5G, une puce qu'on nous aurait injectée. J'ai même entendu des députés dire... Bref, on n'y reviendra pas sur la vaccination, avoir des idées qui sont assez questionnables. Et le dernier en liste, ce manifestant qui criait cette semaine « C'est très pas faux ». La dame qui s'est fait renverser par un cheval est décédée, c'est ce qu'il disait, les médias ne le disent pas. Et quand on lui dit que cette preuve-là est réfutée, il crie « C'est très pas faux ». C'est une nouvelle locution qu'on voit apparaître. Donc, ce qui m'embête fortement, je vous dirais, Monsieur le Président, c'est qu'en mettant une loi comme celle que le gouvernement propose, eh bien, un jour, peut-être qu'il y aura en place un gouvernement qui utilisera ces principes un peu vaseux, d'une droite qui monte, d'une droite populiste. Et à ce moment-là, eh bien, ce gouvernement pourrait faire ce que le NPD ne veut pas, c'est-à-dire freiner la quête de liberté de certains mouvements qui, eux, le sont légitimes. Moi, comme mes collègues du NPD, je me définis comme un progressiste. Et un progressiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, sans relâche,
essaie de soutenir les gens qui essaient de s'émanciper de situations duquel ils sont prisonniers. Eh bien, dans une dizaine d'années, une vingtaine d'années, quand des mouvements autochtones, des écologistes, des altermondialistes essaieront de manifester pour sortir d'une situation qui leur apparaît injuste, peut-être que quelqu'un de l'autre côté va référer à la loi sur les mesures d'urgence qu'on aura appliquée une première fois où on aura créé un précédent. Et contrairement à ce qui est arrivé il y a 50 ans, quand le chef du NPD de l'époque a dit non à la loi sur les mesures de guerre, eh bien, mes collègues du NPD auront à vivre avec l'histoire. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. L'honorable secrétaire parlementaire au Premier ministre. Monsieur le Président, j'étais très intéressé par les commentaires de mon honorable collègue. J'ai trouvé son discours était très étayé avec beaucoup d'arguments. Mais la question qui me laisse, c'est le propos qu'il a eu vers la fin de sa présentation. Tout simplement, Monsieur le Président, est-ce que ça, c'est une assez bonne excuse pour ne pas prendre des actions pour contrer ce qui décrit, lui aussi, cette extrême droite qui existe ici, qui ont l'argent et les outils à leur portée pour faire des dégâts que peut-être en 50 ans, on va regretter qu'on n'a pas pris la décision d'agir aujourd'hui. L'honorable député de Jonquière. Le meilleur outil qu'on a devant le populisme, c'est l'éducation. Le meilleur outil qu'on a devant le populisme, c'est l'éducation. Ce n'est pas de tenter de faire taire ces gens-là, c'est de donner les informations qui sont pertinentes, qui sont vraies. Un des outils qu'on aurait pu avoir aussi, et je vous le soumets respectueusement, c'est peut-être que si notre système de santé n'était pas aussi malmené, peut-être que le confinement aurait été moins long. Et là-dessus, le gouvernement fédéral pouvait jouer un rôle. S'il avait payé sa part de financement du système de soins de santé, peut-être qu'on n'aurait pas soulevé cette grogne-là, une passion un peu motivée, je vous dirais, par la rancœur chez certains individus. Donc, vous avez une responsabilité aussi là-dedans. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Peace River Westlock. Well, thank you, Mr. Chair, and I want to thank my honourable colleague for his speech there. The Prime Minister has called Canadians names. He's called them misogynists, racists. Are we actually going to tolerate these people? I'm just wondering what the member's comments would be around the government's or the Prime Minister's actions in this. We've seen with the rail blockades of 2020, we've seen half of cabinet running around the country talking to everybody to try to resolve the situation when Quebec was running out of propane. Could there not have been something similar instead of calling Canadians names? Thank you, Mr. Chair. L'honorable député de Jonquière. Mon collègue, plus tôt cette semaine, dans son discours, représentait exactement ce que je dénonce. Je l'avais écouté cette semaine où il a fait un parallèle entre un de ses amis, soi-disant non vaccinés, qui ne pouvait pas aller au restaurant. Ça, c'est un populisme crasse qu'il faut dénoncer. Une pandémie, c'est une situation complexe qui ne se réglera pas parce qu'on réouvre les restaurants. Maintenant, qu'un décideur public tienne un discours lui permettant de fédérer certains gens qui expriment leur colère, leur haine d'une façon qui est inacceptable, moi, j'embarquerai jamais là-dedans. Et c'est tant la position du Parti libéral qui essaie de limiter les libertés individuelles que la position de certains membres du Parti conservateur qui essaient de fédérer, je vous dirais, des idiots utiles. Ces deux positions-là, pour moi, sont inacceptables. Bravo. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Edmonton-Griesbach. We're not hearing the member. Give him another chance. It's always the other button. There you go. The honourable member for Edmonton-Griesbach. There we go. Thank you very much, Mr. Speaker. And I want to thank my honourable colleague for a very precise and well-spoken speech. I listened attentively to many of the points the member laid out, and I can find that we actually agree on many of these points. But one point I'd like the member to elaborate more on is the connection between populism and extremism. It's true. There's an element of both of these things within this movement. We've seen it from folks like Pat King and organizers at Canada Unity. Would the member please elaborate on the dangers of populism and extremism? L'honorable député de Jonquière. Oui, tout à fait. Tous les mouvements de révolte, je vous dirais, qui sont motivés par la colère puis le ressentiment, sont dangereux. Et le populisme qu'on voit aujourd'hui, on le voit très bien à gauche, il est facilement identifiable. On entend abondamment parler, surtout l'autre bord de la frontière. J'ai peur que ça arrive
surtout pour mes collègues de l'Ouest, peut-être que ça nous touche un peu moins au Québec, mais il y a aussi un populisme de gauche sur la question identitaire, où on est prêt à identifier qui que ce soit qui essaie de donner une corpulence à son identité collective, qui se présente comme un Québécois. On essaie de le présenter à ce moment-là comme étant spontanément un raciste. Il y a ce populisme-là aussi qu'il faut s'avérer à dénoncer. Reprise du débat, continuing debate. The honourable member for Wellington, Halton Hills. Thank you, Mr. Speaker. The government has proclaimed a public order emergency under the